C'est l'été, comme promis, on revient aussi l'été, tout comme on l'a fait la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises, on était revenu aussi une semaine sur deux. On allège un petit peu le planning, une semaine sur deux pour vous délivrer quelques actualités technologiques. J'entends passer les avions ou les mobylettes, je ne sais pas, les fenêtres sont ouvertes partout, que ce soit chez Sébastien, bonjour Sébastien, ou que ce soit chez David, salut David, les fenêtres sont ouvertes partout parce qu'il fait chaud partout. En Thaïlande, ça on a l'habitude, hein, David, ça y a pas de souci. Chez nous, c'est un petit peu moins le cas. En général, on arrive à tenir avec la fenêtre fermée pendant une heure quart, le temps d'enregistrer un épisode, mais là pas. Là, c'est juste pas possible. Sébastien, il mine du bitcoin en plus pendant qu'il enregistre les épisodes. Avec les machines, les NAS, ça vous a fait une chaleur de con. Oui, et puis ça consomme aussi beaucoup. Donc, oui, c'est proportionnel à la chaleur. Oui, c'est ça. On transforme quand même beaucoup d'énergie en chaleur, alors qu'on en a absolument pas besoin de cette Je ne chauffe pas tout un étage, moi, avec les machines. C'est exceptionnel. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Sinon, ça va bien. Hein, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, mais c'est quand même un petit peu inquiétant. Hein, il faut être un petit peu raisonnable aussi dans nos propos. Il y a de l'actualité technologique. On va parcourir ça ensemble avec vous, si vous le voulez bien. N'hésitez pas, hein, comme toujours, à mettre des pouces si c'est sur YouTube, des pouces vers le haut, évidemment, ou des étoiles sur les plateformes de podcast habituelles. Ça nous fait bien plaisir. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires, des petites cartes postales de vacances, peut-être, pourquoi pas, pour nous dire où vous êtes et où vous nous avez écouté cette semaine ou les semaines qui viennent, puisque vous le savez, vous avez tout le temps de profiter de ces épisodes, tout comme des hors-séries que nous propose Sébastien. D'ailleurs, on en a déjà un qui a été publié, Sébastien, puisque tu nous as concocté quelques hors-séries concernant les applications dites du Web 3 ou de la blockchain, c'est selon. Et donc, il y a déjà un hors-série publié, il y en aura d'autres, vous l'avez compris, et donc on vous invite à aller les déguster quand ils se présentent, tout simplement. Est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que j'ai tout dit, donc on peut passer à la première lettre de notre abécédaire pendant que ma voix se barre. Et on commence avec la lettre A comme AI, AI comme intelligence artificielle en anglais. et imaginez-vous, vous êtes le long de la plage ou le long de la piscine, et qu'est-ce que vous voyez passer sur les flots ? La fameuse virgule flottante. C'est de ça dont il va être question, je pense, avec David. C'est ce qu'on appelle le FP8, c'est la virgule flottante 8 bits, c'est ça ? Je dis une bêtise. C'est bien ça. Donc voilà. FP comme floating point. Ouais. Et en informatique, les chiffres sont représentés avec des bits, BIT. Oui. On a les entiers, donc où on a par exemple 8 bits, où on a 8 bits séparés qui peuvent être à 0 à 1 chacun, ce qui permet d'avoir une valeur de 0 à 255, mais on a les nombres à virgule flottante qui ont une représentation un petit peu complexe, où là on a un bit de signe, un bit de mantis, un bit d'exposant, et en fait la représentation c'est moins le signe fois 2 exposant la partie exposant, mais qui est mis sur, par exemple, si c'est codé sur 8 bits, la partie exposant, ce n'est pas 0 à 255, c'est moins 127 à plus 128, donc ça peut être une fraction. Et multiplié par une mantis. Donc c'est assez complexe. Il y a pas mal d'articles qui peuvent expliquer en détail comment ça fonctionne. Tout va bien. Une aspirine. Seb, une aspirine, s'il te plaît. T'es sûr que tu veux pas un V8 ? Parce que ça, j'ai compris, ça. Juste tomate. C'est sympa, ça. Pour ce qui est pratique, en fait, ce sont des standards qui sont là depuis très longtemps pour les nombres à virgule flottante sur 32 et 64 bits. C'est implémenté en électronique dans les processeurs. La conversion entre un nombre à virgule flottante et un nombre normal est assez complexe, mais étant donné que c'est en hardware, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ce qui est de tout ce qui est des réseaux neuronaux et intelligence artificielle, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire d'avoir une aussi grande précision dans des nombres à virgule flottante, parce que contrairement à la comptabilité
ou par exemple avoir 0,2 plus 0,2 qui font 0,3999999, où là ça pose problème. Ouais. Pour un réseau neuronal, ça ne pose pas de problème d'avoir ce genre de précision. Les dernières générations de GPU avaient d'ailleurs des capacités à faire des opérations sur des floating points à 16 bits, donc ce qu'on appelle un half precision, une demi-précision. Et maintenant, on s'est rendu compte, d'ailleurs dans l'article en lien du podcast, il y a un document de 30 pages très détaillé et assez scientifique qui montre qu'en fait, un nombre à virgule flottante sur 8 bits est nettement plus performant qu'utiliser un entier sur 8 bits qui, au lieu d'être de 0 à 255, a été mis de manière linéaire sur une fraction. L'implication, c'est non seulement que faire des opérations sur 8 bits, c'est nettement plus rapide que sur 16 ou sur 32. Pour ce qui est des entraînements de réseaux neuronaux, les performances des floating points sur 16 bits étaient quasiment d'un ordre de magnitude plus élevé que les floating points sur 32 bits, c'est-à-dire pas 2 fois plus rapide, mais 10 fois plus rapide. Une autre chose, c'est que comme la conversion entre les entiers et les nombres à virgule flottante sont extrêmement complexes, le fait de pouvoir utiliser pour certaines parties de l'entraînement des réseaux de neurones qui étaient utilisés justement en entier 8 bits, le faire passer en floating point 8 bits va permettre de vachement simplifier la conversion entre les différents types de nombres à virgule flottante. Et apparemment, Nvidia, AMD, Qualcomm sont plus ou moins tous d'accord là-dessus, et ça va devenir un standard. Ce podcast a commencé il y a 7 minutes 25. Si vous êtes toujours là, c'est que vous nous aimez vraiment beaucoup. Ouais, je pense qu'on a perdu Sébastien assez rapidement, moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'était une sorte de test, on va dire, de crash test. Tu vois, je pense au mec qui fait son jogging où tu vois, où tu te dis, t'es quand même un petit peu concentré pour pas te casser la gueule, hein, parce que en même temps tu cours, et en même temps le mec il doit se concentrer pour dire, attends, qu'est-ce que en fait il s'est arrêté contre un arbre pour récupérer son souffle, il est au début. Ça va encore, soit il s'est cassé la gueule lamentablement. Voilà, simple et accessible, c'est ce qu'on avait dit. Hein. C'est l'été, on fait léger. Oui, c'est ça. On avait dit qu'on ferait léger pendant l'été. Merci, David. Tout ça. Alors, on se moque parce que c'est vrai que c'est un peu pointu. Il faut le reconnaître, hein, David. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Tu maîtrises manifestement très bien le sujet et bravo pour ça. Évidemment, si vous avez besoin d'explications complémentaires, on vous met les articles en lien qui normalement devraient vous aider un petit peu, et puis on vous invite à vous documenter sur cette question de virgule flottante. À titre d'exemple, juste pour un peu dédramatiser l'instant, dans l'enregistrement audio par exemple, on commence maintenant à faire des enregistreurs audio qui utilisent, je ne sais pas combien de bits, mais en tout cas qui utilisent le principe de la virgule flottante pour arriver à des précisions et des volumes d'enregistrement tout à fait raisonnables, tout en ayant une très très large bande passante. Donc on met énormément d'informations, ce qui fait qu'on ne doit quasiment plus faire attention au niveau auquel on enregistre. On peut corriger ça après en post-production parce qu'on a une latitude beaucoup plus grande qu'avec les anciens principes d'enregistrement. En tout cas, les principes habituels, on va dire, les processeurs habituels qu'on utilise pour faire de l'enregistrement audio. C'est à titre d'exemple, simplement, quand on en a l'usage, on est content déjà avec cette information-là. Voilà. Oui, j'en profite pour l'annonce. Donc, à partir du mois de septembre, on lancera les technos, les intellos, un podcast de 4 heures, sans respiration. Oui. Mais avec une virgule flottante. Il n'y aura pas de ponctuation, juste une virgule flottante. Vous choisirez vous-même où vous la placez en fonction de... Vous faites un jogging, vous faites la vaisselle, etc., etc. En tout cas, merci David. C'était un vachement bon moment. On peut passer à la suite.
On est à la lettre G comme Google. Ne me démonte pas Google, s'il te plaît, Sébastien. On va parler de Google, du Play Store, de Match qui est l'éditeur de Tinder, et ça, tu me l'apprends. Ah oui, non, tu savais pas? Non. Et donc, ils font Tinder, Match, OkCupid, Plenty, Fish. Le grand écart entre la virgule flottante et Tinder. Il faut qu'on récupère quelques personnes. Oui. Et donc, effectivement, Match, les autres, honnêtement, jamais entendu parler, mais Tinder, oui. Et donc, ils se battent avec Google depuis quelques mois, et eux ont lancé une action en justice aux États-Unis au mois de mai. En se disant trop cher les frais sur le Google Play Store. Alors t'as Epic qui faisait ça aussi avec Google et Apple en disant beaucoup trop cher, nous on veut pouvoir avoir nos moyens de paiement dans l'application et puis basta. Alors Match, comme c'est sur du modèle abonnement, sur Apple, sur tout ce qui est iOS, il y a déjà des arrangements dans certains pays avec Apple. C'est un petit peu en cours sur Android, c'est pas encore totalement le cas. Et donc les gars ont décidé d'implémenter leur système de paiement et d'attaquer Google en justice. Donc ça, c'était il y a un mois de mai, donc il y a 2 mois. Google a accepté de ne pas dégager leur application en attendant le jugement, pour autant qu'ils aient bloqué 40 millions de dollars sur un compte. Parce que si jamais ils sont condamnés, ils doivent sortir tous les gros oufs. Donc ça représente quand même beaucoup d'argent. Et voilà. Et Google, plutôt que de simplement faire la réponse au procès, vient de ouvrir une nouvelle action contre Match en disant que le fait de vouloir ne pas payer via le Play Store et donc payer les frais à Google, ce serait une tentative cynique, je cite, d'utiliser la distribution, la plateforme de distribution de Google et tous ses outils sans en payer les frais. Donc c'est un débat intéressant parce qu'effectivement Google, même s'ils font le plan de bénéfice, et Apple aussi, sur les 30% en moyenne de ce qu'ils prennent sur tout ce qui est abo, applications et compagnie, ils ont des coûts aussi. Donc aucune entreprise n'est obligée de proposer un service à perte. Donc effectivement, ils doivent faire du bénéfice. Ça reste le principe d'une entreprise. Maintenant, quelle est la juste rémunération pour Google et pour Apple ici? Voilà, les tribunaux devront répondre, mais voilà, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. J'espère que sur la saison prochaine, on aura une réponse plus internationale sur Apple comme Google pour ça. Ouais. On avait parlé de ça à l'époque, c'était au sujet d'Epic, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Epic Games. Et déjà à l'époque, on s'était dit, oui, finalement, c'est vrai que c'est Apple et Google, ici avec Android, qui ont créé quelque part les conditions de ce marché. Donc, et plus les infrastructures, plus la maintenance, plus, et qui est quelque part normal qu'ils se rétribuent. Alors après, 30%, ça peut paraître... tout est une question. Enfin, 30%, c'est toujours la proportion de quelque chose, mais dans certains cas, c'est énorme pour des petits producteurs, des petits créateurs d'entreprises ou de petites applications, etc. Et pour d'autres, c'est tout aussi énorme, mais ça pourrait être vu un peu à la baisse. On avait parlé de 15%, je pense, par rapport à Epic à l'époque, Epic Games. Oui, maintenant, j'ai envie de faire le parallèle qu'on a fait par rapport à la libéralisation en Belgique avec l'électricité. Et qui a été fait en Angleterre avec les transports en train, transport public. Alors en Angleterre, ça s'est complètement éclaté, ça n'a pas été, ça a été très difficile. En Belgique, c'est mitigé. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur la manière de. Mais le principe, on l'a fait aussi avec le train, mais un petit peu moins à problème en Belgique. Néanmoins, je mets des guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une société d'un côté qui s'occupe de l'infrastructure et une autre société qui s'occupe de l'exploitation. Alors peut-être qu'effectivement ici, il serait intéressant pour Google ou Apple d'avoir une société qui s'occupe effectivement de l'infrastructure et qui doit être payée pour tout ce qui est déploiement, etc. Et donc pour tous les serveurs. Et en même temps, une autre qui s'occupe du store. Et rien n'empêcherait d'avoir des stores alternatifs qui utilisent l'infra sur la même infra, sur la même infra ou sur une autre infra
mais en tout cas d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ouvert, ce que refuse Apple, parce qu'Apple considère que ils veulent contrôler leur environnement et que c'est leur sécurité, etc., etc. Néanmoins, voilà, c'est un débat public à avoir, parce qu'on n'a pas 50 acteurs, hein, il y en a 2, t'as un duopole. Voilà. On a suspecté à un moment donné, on suspecte encore d'ailleurs que dès le départ il y a eu une entente entre Apple et Google justement sur la méthode du Play Store, du store, enfin en tout cas de la place de marché fermée et propriétaire. Et donc on imagine bien que ça ne va pas bouger très facilement. Les pièces du puzzle ne sont pas, enfin voilà, ça va être un petit peu compliqué ça va être lent, quoi. Ça va pas se dégager tout de suite. Mais comme tu le disais, hein, peut-être la saison prochaine qu'on pourra dire youpi, tralala, il y a une solution qui, on l'espère, fera plaisir aussi et avant tout aux usagers et aux gens qui utilisent les applications. Il faut le reconnaître. Oui, mais à ce niveau-là, on s'en cale. Hein. D'un point de vue, quand tu prends une entreprise comme Google, ils s'en calent. C'est le seul but. C'est de protéger le chiffre d'affaires. Donc, c'est comme ça, et c'est... On est d'accord, mais moi, je parlais par rapport à nous. Oui, bien sûr, par rapport à nous. Je sais qu'ils s'en calent, eux. Oui, mais ils s'en calent s'ils ont envie de s'en caler. Moi, tout ce que je dis, c'est que j'espère que pour nous, ça va être... C'est juste ça. Voilà. Oui, mais je me doute bien qu'il y en a... ton app moins cher, ce sera les éditeurs. Imagine chez Google, ils disent, on a écouté les technos, là, alors, après 7 minutes, on a tenu le coup, c'était super, mais après, qu'est-ce qu'ils nous ont mis sur la gueule? Donc, voilà, je doute fort qu'ils fonctionnent comme ça chez Google, voilà, et qu'ils nous écoutent. Enfin, si alors justement, j'ai encore des trucs à dire. Alors, oui. C'est ça. Donc, voilà, quoi qu'il, si vous nous écoutez, faites-nous signe. Par exemple, faites grimper notre audience sur YouTube, par exemple, hein, mais si vous osez le faire. On est à la lettre I comme Intel, David, et on en est à la 14e génération de processeurs, le Meteor Lake, et on a quelques pistes, on a quelques informations à divulguer sur cette version, si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours peur de lancer un sujet particulier. Oui, c'est bien ça. Donc la 14e génération qui s'appelle Meteor Lake, il y a eu quelques fuites spécifiquement sur la version mobile des processeurs. Ce sont des processeurs qui vont être composés de 4 puces, en quelque sorte. Ils appellent ça des chiplets. Donc, au lieu d'avoir une puce de silicone, c'est 4 petites puces qui sont assemblées sur le processeur. Une puce qui est le processeur, une puce qui est le GPU, une puce qui est un SoC, System on Chip, et une puce qui est dédiée aux entrées-sorties. Apparemment, il va y avoir 3 versions pour les chips mobiles qui vont être entre 12 et 16 cœurs. Une chose intéressante, c'est que Intel avait introduit à la génération 12 les cœurs haute performance et les cœurs basse consommation, et apparemment ils vont introduire un 3e type de cœur qui, d'après l'appellation, serait des cœurs LP, donc ça serait très basse consommation. On n'en sait pas encore plus parce que bon, les fuites ne sont pas complètes. Sinon, pour ce qui est de la technologie, ça va être fabriqué avec une technologie en 3 nanomètres, et Intel va produire les puces CPU et les puces IO, tandis que TSMC, on parle souvent d'eux, la plus grosse société de semi-conducteurs au monde qui est à Taïwan, va s'occuper de la fabrication des GPU et du SoC. Et pour la petite parenthèse, Intel essaye de retarder ses commandes chez TSMC, mais ça on le verra dans 2 sujets plus loin, parce qu'apparemment c'est un petit peu le cas de tout le monde pour l'instant. On parlera de Nvidia, justement. Une fuite incomplète, c'est plus un problème de processeur, hein, c'est un problème de prostate, normalement. Mais ça, c'est un autre débat. Je sais pas si...
C'est une remarque aussi pertinente que la mienne. C'est parce qu'on a des technophiles un petit peu plus âgés qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Au début des technos, on n'aurait jamais permis ce genre de remarque. Et jamais on n'aurait même pensé à ça, forcément. Maintenant, on découvre des trucs. Mais c'est ce qu'on appelle l'implication. L'imprégnation aussi et l'implication par la même occasion. Donc voilà, plus le temps passe. Si vous êtes parmi nos jeunes auditeurs, vous ne pouvez pas comprendre. Pas encore. Alors je repense au mec mec qui fait son jogging, qui doit s'arrêter depuis 10 minutes maintenant à cause de sa prostate. Oui, c'est ça. Oui, mais il est en train de se dire, oh, même eux. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, que voulez-vous. C'est comme ça. Et donc, j'avais une question pour David sur Intel, sur un sentiment. Est-ce que effectivement, je trouve que ces 12 derniers mois, peut-être un petit peu plus, on commence à avoir un petit peu de news plus intéressantes qu'Intel, j'ai l'impression que ces dernières années, ou alors c'est vraiment juste totalement subjectif. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont changé et qu'ils ont remis un CEO qui est tech, pure tech, enfin l'origine tech, j'ai l'impression que ça se réveille un peu, tu vois, dans le slip. Oui, tout à fait. Il y a eu un gros pas en avant. À mon avis, ils se sont un petit peu fait, comment dire, ils se sont un petit peu ramassés vis-à-vis de la concurrence AMD, Nvidia d'un autre côté, et là, en effet, depuis 1-2 ans, ils ont sorti pas mal de produits. On a déjà eu le cas il y a, je pense, c'était une quinzaine d'années, quand Intel a sorti les premières générations de processeurs Celeron, qui en fait étaient trop performants. Ils avaient sorti un trop bon produit, et que ce soit AMD, Nvidia, à un moment de leur existence, ils ont sorti des produits qui étaient un petit peu trop bons. Et j'ai l'impression qu'Intel aujourd'hui sort des produits qui sont meilleurs que la moyenne. Maintenant, tout ce que ça peut faire, c'est créer une meilleure concurrence. Mais c'est assez intéressant. Moi, personnellement, je suis plus du côté Intel qu'AMD, et je suis content de voir les évolutions. N'oublions pas aussi le petit électrochoc livré par Apple, par rapport aux processeurs tout à fait. M1, M2, etc. Oui, et tout ce qui est ARM. Mais en même temps, quand tu vois ici le processeur, tu vois, gestion sur le socle du Wi-Fi 6, du Thunderbolt 4 qui était déjà avant, mais 4 ports en 40 gigabits directionnels. Je suis juste étonné de voir du PCI Gen 3. Normalement, il y avait le 4. Mais t'as quand même là où l'effort devrait se porter, là où l'effort devrait quand même se porter à un moment donné aussi, c'est sur la consommation, parce que il en faut énormément. Intel, c'est vraiment un... Oui, mais il consomme encore beaucoup quand on compare avec d'autres architectures. On voit qu'ils sont quand même un petit peu au-dessus, et voilà. Ça dépend des processeurs. Oui, bien sûr. Pour les processeurs haut de gamme, ils consomment beaucoup. Mais Intel a sorti, par exemple, les processeurs Jasper Lake, qui sont des processeurs ultra basse consommation et qui sont redoutablement performants. J'en ai 2, et c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec 6 watts d'empreinte thermique. Si je dis pas de bêtises, le changement de CEO chez Intel, c'était il y a plus de 2 ans, il me semble, déjà. Oui, déjà. Oui, je pense bien, parce qu'on en avait parlé, tu l'avais pointé au moment du changement, tu en avais parlé, et je pense que c'était il y a plus de 2 ans déjà. Pour une petite info, tu dis ça consomme, quand tu prends, ils font des efforts qui sont considérables. Si tu prends les Xeon, tout ce qui est côté serveur, quand on a déclassé des serveurs il y a un certain temps, vendre des serveurs en seconde main, ça servait à rien, il n'avait aucune valeur, parce que les nouvelles machines, la différence de consommation était telle que ta rentabilité tu perdais c'est donc ils ont fait des efforts considérables, y compris dans les gammes serveurs. Ok, bon voilà de bonnes nouvelles. On va encore parler processeurs d'ici quelques instants, on vous l'a dit. La lettre M comme Microsoft. Sébastien, on parle de Microsoft qui demande à Lenovo de compliquer la vie sous Linux, la vie des gens sous Linux. C'est quand même un peu culotté, ça, non ? Les salauds.
Voilà. Alors après avoir tapé sur Google, allez, ils doivent se dire maintenant c'est chez Microsoft. Et chez Apple, ils tremblent un petit peu en disant ça va tomber sur nous à un moment donné. Puis il y en a un qui dit non, ils ont déjà fait la lettre A parce que lui il connaît. Et Amazon aussi, ils sont quittes. Oui, c'est ça. Ils se disent ils se disent un peu plus. Il y en a encore beaucoup dans la fin d'alphabet. Oui, on peut encore taper. Oh là là, on peut être tort. Donc Microsoft. Microsoft, oui, je pensais que c'était fini ces conneries. Cette petite boîte de rien. Mais ces conneries anti-Linux basiques. Là, ici, c'est plus subtil et plus chiant, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as sur les BIOS récents le TPM, Trusted Platform Module, dont si tu n'as pas ça, ce truc sur ton BIOS, dans ton BIOS, eh bien ton Windows 11, tu peux te le caler profond, tu resteras calé à Windows 10, d'accord. Donc, module sécurisé, sécurisé. Donc, il y a une partie, effectivement, où c'est utilisé également sous Linux pour signer quand tu es en mode de secure boot, donc c'est démarrage sécurisé pour les francophiles. Le noyau Linux va charger une petite partie qui est signée pour dire c'est mon noyau et on ne me l'a pas modifié. C'est un vrai noyau, un vrai bon noyau. Tu peux avoir confiance. Et donc, il y a des clés qui sont fournies par certaines personnes qui ont mis en point le TPM et compagnie, et les clés, ça vient de chez Microsoft. Et Microsoft a effectivement fourni des clés third party, donc pour les tiers, pouvoir eux aussi utiliser tout ce qui est Secure Boot et compagnie. Et donc, c'est grâce à ces clés, on peut aujourd'hui, sans problème, faire du Secure Boot sur une machine avec Linux, no problème. Sauf que effectivement, sur le nouveau truc, qui est alors, comment ils ont appelé cette bêtise, c'était genre un truc Paco, et j'en reviens plus sur le nom, mais ça va revenir. Et bien sur la nouvelle version, et bien maintenant, dans les nouvelles versions du BIOS, il faut aller toi-même activer que tu acceptes les certificats de société tierce, sinon de base tu l'as dans l'os, un PC qui est vendu avec un Windows dessus, il est bloqué et ton Linux il s'installera pas, il bootera pas, c'est mort, etc. Et effectivement, apparemment, il y a eu un petit peu de politique vis-à-vis de Lenovo pour activer cette option, parce que tu n'es pas obligé. Windows aurait pu booter pour 100, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est fait sur les portables. Et alors Lenovo a répondu par défaut, sur les portables qui sont vendus pour Linux, parce que tu peux acheter les portables Lenovo avec des Fedora, et je pense maintenant ils font aussi des Ubuntu, eh bien, ils désactivent cette option pour que tu puisses directement installer ton Linux dessus sans problème. Néanmoins, je trouve ça assez gênant qu'il y ait une option dans le BIOS qui te dise en gros, va te faire foutre, et la clé, de toute façon, il n'y a qu'une société qui l'a définit, parce que c'est pas comme si tu avais 50 systèmes d'exploitation sur un PC aujourd'hui. Ôtez-moi tous les deux d'un doute, mais il me semble que ce serait donc la seule option du BIOS qui aurait une dépendance directe avec l'OS qu'on veut installer sur la machine. C'est juste ou pas? Parce que normalement, les paramètres BIOS ne sont pas nécessairement liés intrinsèquement à l'OS qu'on va utiliser. Non, ça l'a été peut-être pendant tout un temps quand ils sont arrivés avec l'UEFI où tu avais plein de distros qui bootaient pas directement. Mais aujourd'hui, machine standard, Linux, Windows, en général, pas de problème. Même combat, oui, c'est ça. Oui. Donc voilà, c'est... Tiens, je me rends compte que j'ai un problème d'affichage. Je vois Microsoft affiché, mais je vois pas le numéro de l'épisode. Normalement, on devrait voir le numéro de l'épisode s'afficher. Bon, voilà. 361. C'est 361, le numéro de l'épisode, pour ceux qui l'auraient loupé. C'est un truc un petit peu bizarre. Bon, ben voilà, c'est comme ça arrive. Est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet, ou est-ce que David avait un truc à rajouter là-dessus? Il y a une petite minute encore. Oui ou non? Oh ben oui. Pour ce qui est de Linux, ils ont la possibilité de pouvoir laisser les gens booter avec un BIOS en désactivant le TPM, ou même si la clé n'est pas valide, tandis que Windows 11, tu l'as, tant mieux, tu l'as pas, tant pis. Oui. Donc, oui.
Du côté Linux, je m'inquiéterais pas trop, bien que ça soit une manigance qui est pas très correcte, mais enfin bon, il faut pas s'attendre de mieux de la part de grosses sociétés qui veulent asseoir leurs intérêts financiers. On va rentrer dans un espèce de combat contre les grandes multinationales. On nous spolie. Et c'est Pluton l'effort de Microsoft pour casser tout le bordel. C'est Pluton. D'accord. Pluton. D'accord. Okay. Pluton. Ah, on est resté à la lettre M comme Microsoft, du coup. Je pense qu'on a un petit souci de titrage. On va voir ce qui se passe, mais c'est particulier, parce que normalement, on devrait être à la lettre N comme Nvidia. Je vais voir si je peux changer ça. On va être tout à fait clair et voir ce qu'il est possible de réaliser en direct pour ceux qui ont l'image, parce que si vous prenez le temps de nous regarder, ce serait peut-être pas mal, effectivement, de... Ah, ok, je viens de comprendre ce qui se passe. Il n'y aura pas de titrage, à mon avis, pour la suite. Ça va être compliqué. Donc voilà, autant que vous le sachiez, on a un problème de titrage quand vous regardez la vidéo, et je vais voir si je peux dépatouiller tout ça avant la fin de cet épisode. Quoi qu'il, on est à la lettre N comme Nvidia, ce qui n'est pas inscrit sous votre écran, évidemment, et on va parler avec David de donc Nvidia, qui essaye de faire marche arrière, et qui voudrait réduire le volume de commandes faites à TSMC. TSMC, c'est le gros taïwanais qui fabrique des processeurs. C'est une toute grosse maison, quoi. Voilà, c'est la plus grosse boîte qui fabrique des processeurs au monde. 65 000 employés, si je dis pas de bêtises. Plus de 65 000 employés en 2021, c'est énorme. Voilà. Et que 2 qui travaillent. Oui, c'est ça. Ah oui, mais ils ont beaucoup de robots. 65 000 employés et 65 millions de robots. Oui, c'est ça, voilà, c'est énorme. Non, c'est vraiment high-tech. Leurs usines, c'est impressionnant. Maintenant, ce qui s'est passé, depuis il y a 2 ans, il y a eu une pénurie de composants électroniques. Donc, il y a eu un peu une panique de toutes les sociétés, que ce soit Intel, Nvidia, AMD et les autres, qui n'arrivaient pas à produire suffisamment de processeurs pour la demande. À côté de ça, il y avait tous les GPU qui étaient utilisés par les mineurs de crypto-monnaies. Donc, il y avait une demande qui était encore plus grande à cause de ça. Et donc, une usine comme TSMC, on ne peut pas dire, voilà, aujourd'hui je commande des processeurs, je les veux dans 1 mois. Non, il faut commander un temps d'allocation d'usine, 1 an, 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Et ils anticipaient d'avoir une très forte demande pour leurs nouveaux GPU, les RTX génération 4000, qui devait sortir normalement en fin de cette année-ci, qui devrait sortir fin de cette année-ci. Mais le problème, c'est qu'avec l'effondrement des crypto-monnaies sur les derniers mois et la demande qui a diminué, Nvidia se rend compte que maintenant, leur génération 3000 sont aujourd'hui vendus au prix recommandé, voire même moins, alors que c'était à un moment à 3 fois le prix. Qu'il y a tout un tas de GPU qui sont disponibles en seconde main parce que beaucoup de mineurs les revendent pour récupérer un peu d'argent de leur investissement. Et Nvidia essaye de négocier avec TSMC de réduire les allocations de fabrication qu'ils leur ont commandées et qu'ils ont prépayées en grande partie. Le souci pour Nvidia, pas pour TSMC. TSMC leur a dit, écoutez, non, on n'est pas d'accord. Vous avez demandé une allocation, vous avez prépayé. Au mieux, on veut bien retarder la production, mais on ne veut pas réduire les volumes. Ce qui pose un plus gros problème à Nvidia, parce que Nvidia être entre guillemets frappé avec les montagnes russes de l'offre et de la demande sur les GPU, tandis que d'autres sociétés comme AMD et d'autres sociétés qui fabriquent leurs processeurs chez eux sont moins affectées parce que la demande n'a pas fluctué autant.
Donc voilà, le problème c'est que Nvidia risque de se retrouver à devoir vendre des GPU à perte en fonction de ce qu'ils ont payé pour ces allocations à l'avance, et étant donné qu'il y a trop de GPU sur le marché. Ouais. Donc ce qu'on parle, c'est que la génération 4000 des GPU RTX va probablement être retardée à l'année prochaine, bien qu'ils devraient l'annoncer fin de cette année-ci pour les modèles haut de gamme. Et comme on en parlait quelques sujets avant, apparemment, Intel, pour certaines fabrications chez TSMC, essaye aussi de réduire les volumes commandés. D'accord. Ok. Oui, donc la seule alternative, c'est mettre un petit coup de frein quand même pour dire, ok, les technologies existent, on produit comme des gorées parce que là, on n'a pas le choix. On va attendre un petit peu avant de lâcher le matériel sur le marché, en se disant que bon, on pourra le vendre peut-être à un prix correct qui permettrait de garder la tête hors de l'eau, quoi. C'est ça l'idée. C'est un peu l'effet contraire de ce qui s'est passé avec les matières premières, où les sociétés, par anticipation, achetaient les matières premières et les stockaient en vue d'une demande à venir. Oui. Mais ici, ils ont entrevu une demande à venir et la donne a changé. Et là maintenant, ils se retrouvent un petit peu coincés dans le sens inverse. Ça ne veut pas dire donc que pour l'utilisateur final, il aura un meilleur prix, il va juste devoir attendre plus longtemps pour avoir des modèles plus récents, quoi. Enfin plus up-to-date, on va dire. Sébastien, probablement. Le son de sa voix, non ou pas? Oui, j'ai pas une bêtise. Nvidia a aussi la possibilité, selon TSMC, de trouver un client de remplacement. C'est-à-dire que eux, ils ont le slot, s'ils disent non, en fait, on a quelqu'un d'autre qui veut produire, évidemment, à vil prix, hein. Ils peuvent toujours le faire. Rétrocéder leur slot, ouais. Rétrocéder le slot, bon, voilà, c'est un peu la moins mauvaise piste qui leur reste s'ils veulent pas perdre trop de pognon. Ouais. Il faut savoir aussi que il y a, pour Ethereum, qui est donc une des blockchains dont on ne parle pas dans les épisodes de l'été, mais quand même un petit peu. Ethereum, ils sont censés passer à Ethereum 2 incessamment sous peu, hein. Ça fait 2 ans qu'ils disent c'est pour la semaine prochaine, donc ça va arriver. Ouais. C'est prévu officiellement, pour le moment c'est prévu pour août-septembre. Et il y a le The Merge, comme ils disent. Donc le The Merge, c'est la réconciliation entre la branche 1 et 2, et donc où ils passent d'une preuve d'effort à une preuve de stacking, donc le fait de posséder des Ethereum. Et donc tous les GPU vont servir plus à rien. Et aujourd'hui, tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de GPU qui continuent à miner de l'Ethereum, même si c'est difficilement rentable. Il y en a encore beaucoup. Donc là aussi, ça va tomber dans l'occasion dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc si vous devez acheter un GPU cette année, attendez le dernier trimestre, il risque d'y avoir de très très bonnes affaires, même si, attention, ce sont des GPU souvent qui ont beaucoup tourné, et donc l'État n'est pas forcément idéal. Ils sont largement amortis, et puis souvent les ventilos ont tourné très très fort, donc c'est souvent... Il n'est pas très conseillé d'acheter des GPU de seconde main. Non, c'est ça, tu nous as déjà dit ça. Ouais. Parce qu'apparemment ils ont des circuits qui sont grillés, et il y a la possibilité de réduire le nombre de lignes sur les chips mémoire par exemple, ce qui fait qu'en fait on achète un GPU de seconde main, il fonctionne parfaitement, mais il ne fonctionne qu'à 80% de sa vitesse normale parce qu'il y a une partie qui est grillée. Oui, mais néanmoins... Pardon. Oui. Vous rajoutez à ça le coût de l'énergie qui ne cesse d'augmenter, etc. C'est pas très rentable. Enfin, ces GPU-là ne le sont plus du tout. En fait. Pas pour faire du minage, mais si tu as envie d'avoir un nouveau GPU, que tu n'as pas envie d'exploser ton portefeuille et que tu peux l'avoir à vil prix pour jouer, pour utiliser quelques heures par mois, c'est pas ça qui va tuer ta facture. Donc il peut y avoir de bonnes affaires, il suffit de savoir pourquoi on veut l'utiliser. Oui, c'est ça. Et surtout, quel est le prix du marché à ce moment-là. C'est comme tout le marché d'occasion, en fait. Hein. Il faut avoir conscience qu'on ne sait pas du matériel neuf et qu'il peut y avoir des différences par rapport à la promesse initiale d'un produit neuf. Si je peux rajouter un truc, je ne sais pas, malheureusement, je ne connaissais pas le sujet à fond ici, j'aurais dû vous retrouver le dessin. Il y a un point très intéressant dans pourquoi on arrive à ça ici avec Nvidia qui se casse la gueule. C'est un moment assez... étrange dans l'économie, c'est-à-dire que d'habitude tu as 2 courbes, la courbe de l'offre et la demande. D'accord, et généralement les 2 courbes se suivent, ça baisse, ça monte, etc., etc.
Et donc on a eu une courbe, si on prend un truc flat, en 2001 qui a juste fait pouf, c'est-à-dire en gros ça s'est éclaté, mais l'offre et la demande ont suivi, où en général tu vois il y a un décalage qui est assez court, et puis ça remonte, ça éclate, et puis en 2009-2008, hop là ça se rééclate, et de nouveau ça reste assez synchro, souvent c'est corrélé, et ici depuis un peu plus d'un an, on a une explosion totalement divergente, c'est-à-dire que l'offre est partie à la baisse, mais à la baisse ras des pâquerettes, et la demande est partie à la hausse. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'économie quasi où on a une décorrélation des deux, ce qui fait que du coup la demande elle est très forte par rapport à ce qu'on sait produire, alors qu'on ne sait pas produire parce que pendant 2 ans les Chinois et d'autres étaient enfermés chez eux, et on a arrêté, etc. Et toute l'économie a été arrêtée. Donc il faut que les deux courbes se rejoignent, et ici effectivement on est dans les effets un peu chaotiques, hasardeux. Il y a une grosse demande, du coup on produit beaucoup plus, et en un coup l'économie, on fait monter les taux d'intérêt, donc tout le monde ralentit, et Nvidia peut pas prévoir, enfin des boîtes comme eux, ils doivent prévoir 2-3 ans à l'avance, c'est impossible. Donc il va y avoir des dégâts dans les techs comme ailleurs, ça va pas être si évident à gérer. Il y a une désorganisation de l'ensemble du marché, des marchés de manière générale. Hein. On le voit aujourd'hui avec la parité euro-dollar, qui n'était plus arrivée depuis 20 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas aider non plus l'achat de technologies estimées toujours en dollars, quoi. Donc ça va pas aider les Européens pour le coup. On va pas parler que des trucs négatifs, on va passer à la suite. T comme taxe. Je suis désolé. C'est pas ici qu'on va se marrer. C'est Seb, la Suisse qui réfléchit à taxer les voitures électriques. Et dans le même temps, je lisais il y a à peu près 1 heure un article. Ce bruit, c'est pas grave. Hein, c'est juste David. C'est Fort Boyard. Oui, c'est ça. C'est la virgule flottante de David qui vient de se casser la figure. Donc je disais que la Norvège de son côté, qui a beaucoup de véhicules électriques en circulation, voudrait maintenant diminuer le nombre de véhicules électriques. En fait, voudrait diminuer les véhicules de manière générale. Est-ce qu'on est sur la même idée, mais à coup de taxes pour les Suisses, les Français et peut-être les Belges aussi? Sébastien, c'est ce que c'est un petit peu différent, et c'est amusant de voir le manque de préparation et de vision politique sur du moyen terme. Hein. Donc c'est très parfois c'est très risible à regarder. Donc effectivement, on a tous les pays européens se sont alignés. 2030 ou 2035, c'est fini, le diesel foutu à poubelle, super foutu à la poubelle. C'est bon, on va tous rouler avec des batteries, des panneaux solaires et pédaler dans nos voitures. Donc, ok, soit c'est un choix de société, on a voté pour ces gens. Ma foi, il y a une raison, tu vois. Hein. Ouais. Sauf que ils ont fait la même chose en Suisse. Ils commencent à avoir beaucoup de véhicules électriques, et ils ont un problème qui est un problème de taille. Les petits Suisses se sont dit on a un problème. Les gars, maintenant, ils sont sur de l'électricité. Alors, qui achète de l'essence? Personne. Alors qui paye les taxes? Merde, on a oublié. Et en fait, dans l'essence, il y a une accise qui sert à payer les routes, à payer l'entretien, à payer tout le fonctionnement de tout le système. Et en un coup, ils se sont dit, il n'y a plus personne qui va le payer. Et on a dit, non Marcel, putain, les cons. Et donc, on a des voitures, mais on n'a plus personne qui paye pour les routes. Donc, on va devoir créer une nouvelle taxe. Donc, ils vont créer une nouvelle taxe pour les véhicules électriques. Donc, effectivement, parce que ils utilisent aussi les routes. Et donc, l'avantage est peut-être plus aussi évident, économiquement en tout cas. Donc, maintenant, c'est un choix très écologique. Alors, c'est soit impôt ou taxe sur la voiture, soit lors de l'achat, soit l'utilisation, soit une vignette. Ils n'ont pas encore décidé, mais la taxe, elle va arriver parce que il faut toujours payer les routes, la bonne dame. Ah oui. Et là, l'idée, donc, du coup, c'est plus parce que c'est un problème d'infrastructure, de taxes et de coûts, de manière générale, de choix de société et de coûts des infrastructures, qu'une volonté de réduire le parc automobile.
par rapport à la Norvège, par exemple, où là, l'idée, c'est de limiter Non, ici, c'est vraiment, on a un problème, on n'a pas planifié dans le budget que s'il y avait plus de bagnoles électriques, il n'y a plus personne qui achetait de l'essence. D'accord. C'est ballot. C'est ballot. Hein. Et pourtant, c'est quand même... Tu vois, je pense qu'un gosse d'école primaire peut te dire, hein, tu fais une bagnole électrique, on ne va plus à la pompe essence. By the way, on a aussi perdu des emplois, on a aussi perdu des pompes, on a aussi perdu... Oui, c'est ça. Enfin, la facture sur la bagnole électrique n'est pas... Non, mais après, on peut aussi imaginer, en tout cas dans les grandes villes, de limiter le nombre de véhicules automobiles, ce qui ne serait pas complètement crétin, hein, parce que finalement, qu'elle soit électrique ou à essence, la regarder stationner 90% du temps le long du trottoir, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Je veux dire, on peut aussi imaginer, et là aussi, c'est des choix de société, de villes plus intelligentes, avec des véhicules partagés plus intelligemment, qui soient électriques ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, ça irait peut-être dans un meilleur sens que celui de se dire « Ah tiens, on va faire des taxes ». Mais tu vas te retrouver avec un problème de paradigme d'ici quelques années, à partir du moment où on a des bagnoles qui sont autonomes. Parce que le problème du transport en commun, plupart des gens, tu vas en voiture, t'as ton luxe, tu sais que t'es pas emmerdé, t'as pas envie d'aller dans le transport en commun parce que t'es à côté du mec qui transpire, une fois il y a grève, une fois il y a machin. Il y a 50 excuses pour dire je suis mon petit moi n'a pas envie d'être emmerdé avec le reste de la population. C'est très égoïste comme point de vue, mais la population réagit comme ça et c'est pour ça que tu te retrouves avec des énormes bouchons pour aller à Bruxelles ou équivalent. T'as totalement raison sur le fait qu'effectivement on a la bagnole dort 99% du temps, hein, devant chez toi ou dans un garage. Et si tu as une bagnole autonome qui te permet d'avoir la bagnole au moment où tu en as besoin pour aller d'un point A à un point B, techniquement, le besoin de possession est réduit pour une majorité de la population. Tu as toujours une partie de la population qui sera contente de dire « c'est ma bagnole et comme ça je pète dedans si je veux ». Néanmoins, pour la plupart, le besoin est d'aller à un point A ou un point B sans se faire chier dans les transports en commun, parce que les transports en commun, il y a une série de contraintes que toute la population n'accepte pas. Et donc là, tu auras de nouveau un problème, tu as tout un parc. Si tu fais ça à une situation de départ, c'est parfait. Parce que tu arrives et tu dis que tout le monde en a inventé la voiture, et maintenant, tu n'as pas besoin d'acheter une voiture. Donc, mais sauf qu'il y a un parc existant. Et donc, changer ça va pas être facile. Donc, non, mais rien n'est simple. Enfin, on est de toute façon devant un problème qui n'est pas simple. T'es toujours dans une migration, et donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, on n'est pas obligé de tout faire d'une fois non plus. Ça me fait rire. De temps en temps, on se dit « Ah non, ça va être compliqué. » Du coup, plus personne ne bouge. C'est comme dire « Ah, les gens qui sont contre les véhicules électriques, en disant « Vous imaginez, si tout le monde recharge sa voiture en même temps, comme si tout le monde allait faire le plein de sa voiture aujourd'hui en même temps. Ça n'a aucun sens. » C'est des choses... C'est une question de vision globale. Voilà. Aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 qui disent « C'est génial, on va dans les véhicules électriques. » Fine, si effectivement c'est un bien-être et un bienfait pour la société, il faut le faire. Mais ça doit aller dans une vision plus large. Maintenant, tu te dis aujourd'hui, on a besoin d'électricité, les réseaux sont pas adaptés pour. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réagit ? Un problème de crise énergétique. Comment on réagit ? Est-ce que la solution c'est du nucléaire ? Est-ce que la solution c'est de la fusion nucléaire ? Il y a des solutions. Est-ce qu'on les met ? Il y a des trucs en cours, en test qui sont quand même assez prometteurs, mais tu dois avoir une vision globale. La Suisse vient de faire un truc qui était parfait, je sais plus si on en a parlé, c'est qu'ils viennent de construire, enfin ça leur a pris 15 ans, un barrage comme on a en Belgique, Caux-Trois-Ponts, et donc c'est un truc de rétention d'eau, et donc quand il y a trop d'électricité qui est générée par le réseau, comme le réseau n'est pas capable de le stocker, mettre ça dans des batteries comme ils ont fait en Australie avec Tesla, c'est un peu illusoire parce que c'est des métaux rares et tout le bazar, donc on se mord la queue, mais de l'eau, monter de l'eau de quelques mètres et puis quand on a besoin d'électricité la faire redescendre, c'est un truc qui est vieux comme le monde, qui fonctionne bien, le rendement est assez bon, ma foi pourquoi pas. Et la Suisse vient de faire un truc gigantesque là-dessus pour stocker de l'énergie. Et donc tous ces trucs, faut les planifier, faut les construire, faut sortir le budget.
Effectivement, voilà. Si vous avez le programme politique, donc c'est le techno se lance donc aux élections 2023. Donc si vous avez des idées là-dessus, si vous voulez voter Seb, mettez ça en commentaire, votez Seb. Enfin, dites-nous ce que vous voulez. Nous on se déplace, hein, on peut aller en Suisse. On connaît déjà, on a un pied à terre déjà prévu. Hein, Thierry, si tu nous écoutes. Et en plus, il paraît que la bouffe est pas chère là-bas. Oui, c'est ça. Rien n'est cher là-bas. Tout est très très accessible, donc voilà. Non, mais n'hésitez pas effectivement à partager avec nous votre opinion sur le sujet. Hein. On est tout oui. On est à la lettre T comme Twitter. On va juste accélérer un tout petit peu le mouvement, les gars, pour essayer de rester dans les 60 minutes qu'on s'est donné par épisode. T comme Twitter, David, on parle bien sûr de cet énième épisode de Elon Musk qui finalement renonce, comme c'est étonnant, au rachat de Twitter. On n'a pas fini. Ça va être le feuilleton de l'été encore, ou on attend encore un peu la rentrée. Comment ça va se passer là pour la suite? C'est pour prévoir mes titres. Mais quelle surprise, en effet, personne ne s'y attendait. Ben voilà, comme on en a déjà parlé, on s'y attendait. Ben, Elon Musk a dit que finalement, il renonce à l'achat de Twitter, et c'est le point de départ à des batailles légales qui vont durer probablement très longtemps. Parce que, étant donné qu'il avait quand même fait une offre tout à fait officielle qui avait été acceptée avec un engagement des prêts et des financements, ben maintenant Twitter, qui s'est un petit peu fait mettre au pied du mur et qui a accepté l'offre d'Elon, maintenant on dit écoute, tu nous as emmerdé pendant autant de temps, on a accepté de se vendre à toi et maintenant tu veux plus nous racheter. Mais il dit non, vous n'avez pas respecté vos engagements, moi je suis pas d'accord avec vos faux comptes, etc. En attendant, ben, Twitter a perdu encore 6-7% sur la journée après l'annonce. Voilà, c'est parti pour des batailles légales apparemment. Alors, il paraît que c'est pas si rare que ça, que dans des grandes acquisitions comme ça, qu'après coup, même des fois après le paiement, hein, l'acheteur dit finalement, je pense que j'ai payé un peu trop cher. Est-ce qu'on pourrait revoir le tarif? C'est arrivé il y a pas tellement longtemps. Je pense à un homme d'affaires belge, Sébastien, qui est bien au fait des affaires économiques en Belgique. Peut-être me contredira ou pas. Il me semble que Mark Cook a eu ce type de problème avec les acheteurs de son entreprise. Ouais, mais en général, ça se règle devant les tribunaux. Non, souvent devant les tribunaux, c'est rarement à l'amiable, sauf s'il y a des clauses dans les rachats en disant il faut qu'il y ait telle et telle performance, sinon tu l'as dans l'os, on réduit le coût. Et souvent c'est plutôt lié aux personnes, donc rachète ta société, mais si c'est pour que tu te barres et que le truc ne fonctionne plus, bah alors tu fais une décote sur le rachat et tu perds les trucs. Et souvent, alors c'est une arme à double tranchant, mais c'est fait parfois dans des rachats où on rachète ta boîte et on dit tu dois rester 5 ans, sinon ben on va diviser le prix par 2 ou par 3. Mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient être fair play dans le fait de poste que tu allais continuer à avoir. Donc parfois t'as souvent c'est déjà arrivé, il y en a quand même un paquet. Ils disent c'est bon, tant pis, je perds le pognon mais je me casse. D'accord. Donc oui, il y a à boire et à manger. Ok, bon bah écoute, donc ça veut dire que ce truc c'est Santa Barbara mélangé à Top Models avec Dallas. C'est la grosse différence ici, c'est que tout est public, et donc ils ont fait un show. Oui, et puis moi je commence franchement à être tout à fait d'accord avec ceux qui disent qu'en fait on a affaire à un gros troll. Hein. Elon Musk, c'est un troll en fait. Hein. C'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il n'avait pas l'intention de l'acheter. Twitter a menacé de le bloquer dans ses tweets, et il a voulu montrer qu'il avait plus grosse tête qu'eux. Il a dit, moi je vais vous racheter, puis je vais vous détruire, et puis je vous racheterai pas. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est comme ça que je vois l'histoire aussi. Bref, passons à la suite.
Et la lettre W comme oui mais non. Tiens, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un oui mais non, je le rappelle, ou je le signale à ceux qui nous rejoignent éventuellement. Un oui mais non chez les technos, c'est souvent la lettre W, donc ça conclut en général un épisode, et c'est l'information technologique, certes, mais improbable. Donc d'où le oui mais non. Voilà. On va parler d'une imprimante 3D de taille moyenne, on va dire, Sébastien, capable d'imprimer un kayak, c'est ça? Un kayak. Alors c'est c'est tombé. Donc je suppose qu'il y a un mort chez moi. Je vais aller vérifier après. Je vais faire l'histoire du kayak et puis on va vérifier. Ouais. Bizarre. Hein? Les murs sont toujours là. Voilà. Donc, le mec s'est dit en 2020, tiens, j'ai envie d'un kayak, mais j'ai pas envie d'aller l'acheter. En gros, je veux l'imprimer. Imprimer ton kayak, David, t'as aussi quelques imprimantes 3D. Si tu veux imprimer morceau par morceau et les recoller, t'es pas couché, quoi. Hein. Non, c'est ça. Donc il dit non, je vais imprimer d'une pièce le kayak. Il dit voilà, bonne chance, hein, ou alors t'es très très petit. Et il dit non, je suis de taille standard et donc je veux une imprimante qui est capable d'imprimer un truc sur 1 mètre, 55 cm x 1 mètre 10. Et donc ici, je pense qu'il a 2 parties réellement sur son kayak, hein, le nez et le reste du bac. Alors si pour ceux qui nous regardent et pour Marc, il y a juste en dessous de l'image, il y a un deuxième lien que j'aurais pu mettre où on voit la tronche de l'imprimante. Donc pour décrire le truc, en gros c'est à la taille d'une palette. Oui, c'est ça. Fait sur une palette de livraison et ça va du sol au plafond. Et donc une grosse cabine téléphonique, quoi, en gros. Oui, alors là, on est vraiment qu'avec les vieux, hein, aujourd'hui. En le disant, je me suis dit, mais qui sait encore quelle est la taille d'une cabine? Qu'est-ce que c'est une cabine téléphonique encore là? C'est comme un cabinet de toilette. Voilà. Il y a encore plein d'autres photos dans son article. Et ça lui a coûté quand même pas loin de 3000 boules pour pouvoir réussir réellement à monter tout ça. Je trouve le projet complètement fou parce que acheter un kayak ça va lui coûter 100 balles au magasin, mais le mec il avait envie de pouvoir l'imprimer lui-même. Oui, mais attends. Quand tu es en 2020, que tu es confiné et que tu as une première ministre qui te dit à la TV, vous pouvez faire du kayak, mais tu peux pas sortir et aller en acheter un. Je tiens à signaler, parce qu'il faut être précis. Tu fabriques une imprimante pour te le construire. David, il faut être précis à un moment donné, c'est que je rappelle quand même que les Technos, c'est un podcast belge, et que en Belgique, on avait à l'époque une première ministre qui, lors d'une conférence de presse, avait dit tout ce qu'on ne pouvait pas faire, mais, pour être un peu positif, avait dit aussi ce qu'on pouvait faire. Et donc, le truc qui lui est venu à l'esprit, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, peut-être que c'était une blague entre eux, entre ministres, c'était de dire, vous pourrez par exemple faire du kayak. Ce qui avait un peu énervé la presse de manière générale, qui s'énerve un petit peu vite en Belgique. Et donc voilà, c'est juste pour la parenthèse, parce qu'on a de l'humour en Belgique. On aime bien faire de l'humour. Et si c'est un Allemand, si j'ai bien compris. Oui, voilà, donc ça n'a rien à voir. Non, mais bon, il a peut-être écouté la milice belge en rigolant. Hein, peut-être. C'est peut-être que c'est sorti de nos frontières finalement. Voilà. Donc c'est un beau kayak. En même temps, c'est un super projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir imprimer? Tout. Oui, parce que maintenant qu'il a l'imprimante, il peut imaginer. T'imagines les nombres de bobines. Oui, ben c'est ce il les montre. Hein, il y a des photos. Les vidanges. Les vidanges sont dans un. On vous laisse évidemment le lien hein, en description de cet épisode, comme on le fait à chaque fois. Voilà, les vidanges. Comme on le fait à chaque fois, on vous laisse évidemment les liens. Vous irez jeter un petit coup d'œil sur cette imprimante hors norme, donc il vaut vraiment la peine d'être dans le oui mais non, effectivement. Oui. Voilà qui conclut cet épisode 361 qui était un petit peu un épisode d'été, un peu chaud, un peu transpirant, un peu moite, un peu collant, peut-être aussi. Il y en aura un autre dans 2 semaines. D'ici là, évidemment, vous pouvez toujours réécouter d'autres épisodes ou attendre par exemple le bonus qui va arriver bientôt parce que ces petits garnements ont encore des choses à dire. Et donc il y aura un bonus. Vous êtes gâtés
vernis. Et puis je vous renvoie aussi vers les hors-séries dont on vous parlait en début d'épisode, ceux que Sébastien nous a concoctés pour cet été et qui concernent le Web3 ou la blockchain si vous préférez. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sébastien, merci à David. Passez de bonnes vacances. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer des cartes postales sous forme de commentaires sous ce podcast ou sous notre vidéo sur YouTube ou sur notre site lestechno.be. À très bientôt. Salut.